bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du coup de Good Luck Have Fun sur une question qui est très actuelle, qui est très importante évidemment puisque c'est la toxicité dans le monde et hors par ailleurs du monde du jeu vidéo. Et évidemment pour ce faire, pour discuter ce soir, nous accueillons Camille Guillemot. Hello Camille, comment vas-tu? Salut, eh ben écoute, ça va très très bien. Merci beaucoup de ton invitation, je suis ravie d'être là. Bah non, bah c'est moi vraiment qui te remercie pour le coup parce qu'avec tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, vraiment à un moment je me suis dit mais il faut absolument aborder ces sujets-là qui sont à la fois super importants et qui sont aussi très compliqués en fait à comprendre Mm. quand on est simple spectateur de ce qui se passe, aussi bien sur Twitter que sur Twitch. C'est vrai que c'est Ouais. toujours intéressant de pouvoir un petit peu creuser et pouvoir aussi comprendre comment fait-on pour modérer les contenus, qui sont les personnes qui sont derrière du coup toutes ces mécaniques-là qui nous protègent finalement de toute la haine qui peut exister sur les réseaux en l'occurrence. Tu en fais partie, tu as un parcours singulier, donc justement on va un petit peu revenir sur ça parce que voilà, c'est ce qui est au cœur de l'émission Good Luck Have Fun quand même, c'est de découvrir les profils qui font au quotidien le monde du jeu vidéo. Et du coup j'ai une première petite question pour toi évidemment, c'est est-ce que tu peux t'introduire, expliquer un peu ton parcours, que ton parcours étudiant, académique, voilà. Fais-nous Et petite présentation. un- un petit résumé de moi-même. Exactement. Du coup, bah, moi c'est Camille, j'ai 27 ans. Et du coup, ouais, j'ai un parcours un peu particulier parce qu'en fait, j'ai rien fait qui me prédestinait en fait à travailler dans le jeu vidéo. Le jeu vidéo, ça a toujours été une passion, mais j'avais pas forcément fait d'études pour travailler dans ce milieu-là. En fait, du coup, j'ai un parcours assez classique. Après le lycée, j'ai fait un bac L parce que les maths, c'était pas trop mon truc. J'ai fait un bac L et je suis partie en licence un peu double, études visuelles et arts numériques, parce que j'étais assez attirée par ces deux mondes. Mais je suis restée un peu qu'un an, donc après je suis partie sur une fac de langue, donc littérature, civilisation étrangère, parce que je suis une passionnée de l'Angleterre, de la langue anglaise et de la littérature, donc Mhm. j'avais un peu envie de retourner là-dedans. Et après j'ai passé une licence d'histoire de l'art et archéologie. Donc rien à voir avec le monde du jeu vidéo. Moi j'aimais l'art, j'aimais le visuel, j'aimais beaucoup la narration et tout. Et du coup, ensuite, après avoir fini ma licence à Paris d'histoire de l'art et d'archéologie, je suis partie en Angleterre. J'ai suivi Mhm. mon compagnon en Angleterre. Et donc c'était à Newcastle, donc vraiment le nord de l'Angleterre. C'était un peu un rêve d'aller y vivre, tu vois. C'était un peu Ouais, l'aboutissement des années d'études d'anglais. Et je en vois fait, complètement. ouais, tu vois, c'était le rêve. Moi, je me suis toujours dit, quand j'étais môme, ouais, je veux trop aller vivre en Angleterre au moins un an. Et du coup, je suis arrivée à Newcastle et j'ai commencé à chercher du boulot. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une branche d'Ubisoft. C'est vrai. Et ouais, et en fait, c'était la branche, tu sais, Player Support. La branche aussi assez intéressante parce qu'en fait, c'est la branche dont on parle pas beaucoup dans le monde du jeu vidéo. Souvent, on met beaucoup en lumière les studios, tu vois, les équipes marketing, les community managers. C'est un peu les gens de la lumière, tu vois. On Ouais. met souvent la lumière sur cette partie-là du jeu vidéo et très peu sur le player support. Et en fait, donc au tout début, on prenait les appels des joueurs et on essayait d'y répondre. Tu vois, on les aidait sur les cas et tout, etc. Donc si un jour vous avez déjà appelé le support Ubisoft il y a quelques années, c'était peut-être moi qui ai répondu. Et en fait, j'ai pu évoluer au sein du player support et du coup, je rejoins une équipe. Je suis devenue un peu project manager sur des questions de fraude. Encore une fois, un peu par ma connaissance du jeu vidéo et par une très bonne connaissance d'Ubisoft et comment ça fonctionnait. Et du coup, je me suis spécialisée dans la fraude. Et là, je me suis un peu trouvé un peu une passion pour la fraude. Bon, il faut savoir que j'aime beaucoup tout ce qui est true crime, tu vois, et les documentaires Ouais. policiers. Donc, je me suis dit, tu vois, la fraude, le jeu vidéo, c'est pas mal. On commence un peu à se rapprocher de mes sujets de prédilection. Et en fait, ouais, je me suis vraiment pris de passion et j'ai travaillé avec des gens très, très passionnés et passionnants. Et donc voilà, et j'ai continué comme ça pendant 4 ans pour arriver donc expérience manager dans la fraude et dans le phishing notamment. Et en fait, je pense que j'arrivais un petit peu au bout
d'Ubisoft, de ce que je pouvais faire là-bas. Mhm. J'avais un peu envie de découvrir parce que tu vois, c'était quand même mon premier boulot à temps plein. Avant ça, j'avais eu des boulots étudiants, mais c'était mon premier boulot à temps plein. Donc, moi, je pensais pas, je me voyais pas trop rester pendant des dizaines d'années dans la même Ouais. boîte. Et du coup, j'ai cherché un peu, j'ai regardé des boulots de productrice, tu sais, pour me rapprocher un peu de la production du gaming et tout. Et en fait, j'ai rencontré Bodyguard et ça a été un coup de foudre professionnel. J'ai trouvé la mission passionnante, j'ai trouvé les gens hyper inspirants. Tu vois, quand tu arrives dans une boîte et tout le monde est passionné et genre convaincu de ce que tu fais, ça m'a vraiment, tu Mm. vois, ça m'a vraiment grisé. Je me suis dit, ouais, ok, je veux faire ça. Et du coup, bah, j'ai dû rentrer en France, mais avec grand plaisir. Et du coup, bah, maintenant, je travaille pour Bodyguard, donc qui est une solution de modération. Donc en fait, ça allie ma passion du gaming avec un peu cette envie, tu vois, de protéger les joueurs, de protéger ma communauté, quoi. Ouais, ouais, bien sûr, et c'est vraiment super intéressant. On reviendra un Mm. petit peu sur tout ce que ça implique de travailler dans le domaine de la fraude dans le jeu vidéo, parce que je sais pas si tout le monde est vraiment au fait de ce que c'est, et c'est vraiment un domaine qui est extrêmement varié, et comme tu le disais, on met très peu souvent la lumière dessus. Or, c'est au Mm. cœur de l'expérience joueur, finalement. Mais Ouais. alors, un peu plus tôt, pour reprendre voilà, ton parcours et comment est-ce que tu as découvert le monde du jeu vidéo, est-ce que pour toi, le jeu vidéo, c'est une passion depuis que tu es toute jeune, ou est-ce qu'au contraire, tu as découvert ce monde un peu plus tardivement, ou quand tu es arrivé justement dans l'univers professionnel? J'ai découvert le jeu vidéo hyper tôt. Un de mes premiers souvenirs de jeu vidéo, je lisais à peine, donc je devais peut-être avoir 6, 7 ans. Et en fait, j'aidais ma maman à finir les jeux sur PS1. Tu sais, t'avais des livres, à l'époque, Oui, tu avais des livres de Solus, tu te souviens? Et en fait, ma mère, c'est elle vrai. adorait Tomb Raider. Et en fait, je lisais la Solus, tu sais, j'étais à côté d'elle, et puis j'étais là, alors là, il faut que tu prennes à gauche, que tu ramasses l'objet. Et voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé un peu à jouer. Donc en fait, c'est aussi une histoire de femme, le jeu vidéo, ce qui est très cool. Et en fait, mes parents, bizarrement, alors que maintenant ils comprennent, ils sont vachement dépassés par le jeu vidéo et les technologies actuelles. Mais en fait, c'est grâce à eux un peu que j'ai commencé à jouer parce que mon papa, c'est lui qui a voulu avoir un des premiers PC à la maison. C'est les très vieux PC beige et tout. Et en Ouais, fait, je vois ce que. c'est lui qui avait les premiers jeux chez nous. Il avait les Railroads Tycoon, il avait des Age of Empire et tout. Et en fait, je jouais à ces jeux-là. Et voilà. Et du coup, c'est comme ça. Donc vraiment, depuis que je suis toute petite, je joue. Et après, en fait, ça m'a jamais quittée. J'ai toujours voulu continuer à jouer et tout. Et quand je suis arrivée à l'adolescence, bah là, je me suis fait vraiment un groupe de potes et on jouait bah, tous les soirs. Tu vois, c'était vraiment le mercredi après les cours. On allait chez les uns, chez les autres. J'ai passé beaucoup de mon adolescence à jouer à League of Legends, mais beaucoup. J'ai cramé pas mal de mon forfait téléphone. Tu sais, ce que tu pouvais Nous, acheter nous sommes deux. tu vois, des points. Tu te souviens, tu fallait si tu récupérais assez de crédit à la fin du mois sur ton Hmm. téléphone, tu pouvais acheter des points, puis après avoir des champions, des skins et tout. Voilà, ça a été une grosse partie de mon adolescence. Donc en fait, ça a toujours été aussi loin que je me souviens. J'ai joué quoi. Ouais, ça. Et c'est super intéressant parce que donc du coup tu as réussi à construire ton parcours professionnel malgré finalement des études qui avaient peu ou pas de rapport avec le monde du jeu vidéo. Comment est-ce que toi tu as réussi à tisser ce lien? C'est souvent un petit peu la question que des gens qui aimeraient travailler dans l'industrie du jeu vidéo mais qui sont dans des études plus classiques, j'ai envie de dire. Évidemment, je ne vais pas faire du classicisme, hein, toutes les études sont absolument passionnantes et intéressantes, mais voilà, qui sont dans des études d'une filière un peu plus classique. Voilà, comment est-ce que tu as réussi à tisser ce lien, ce fil rouge qui t'a permis justement d'intégrer Ubisoft quand tu étais à Newcastle et puis ensuite de rebondir et d'atterrir chez Bodyguard? Bah, en fait, ce que tu dis, c'est assez intéressant parce que, tu vois, enfin, aussi un peu en lien avec ce que je disais avant, c'est que souvent on met en lumière les mêmes choses dans le jeu vidéo. Tu vois, les artistes, les choses comme ça. Et moi, j'avais aucun talent d'artiste, tu vois. Je me suis dit, mais attends, je sais pas coder en plus, vraiment, je sais pas faire tout ça, je suis pas artiste, comment je vais pouvoir rejoindre. Enfin, je me disais pas ça en fait, je me disais juste, bah, je pourrais jamais travailler dans le monde du jeu vidéo parce que j'ai aucune de ces compétences-là.
Et en fait, rentrer par, on va dire, je vais pas dire la petite porte parce que ce serait dénigrer le travail que les gens font dans les player support, qui est un travail qui est très difficile et en fait très spécialisé malgré ce qu'on pense, surtout à Ubisoft. Et en fait, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'autres métiers dans le jeu vidéo. Il n'y avait pas que la création. Et du coup, ben, j'ai un peu, par ma passion et par mon envie d'apprendre, je me suis un peu faufilée. Après, j'avais des affinités, je pense, déjà avec les sujets comme la fraude. Non pas que j'étais moi-même une fraudeuse, c'est pas ce que je dis, mais quoique, mais qu'en fait, c'était des sujets qui m'intéressaient et j'avais envie de, voilà. Et après, j'ai eu de la chance aussi. Donc, en fait, tu vois, Ubisoft, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah trop bien, jeu vidéo. Bon, répondre au téléphone, ça me disait pas trop, mais je me dis au moins, t'auras un pied dedans. Et puis, en fait, je voyais ça comme un truc hyper temporaire. Pas du tout. Je voyais pas du tout ça comme un début de carrière dans le jeu vidéo, hein. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que moi, j'y suis allée parce que je voulais passer un an en Angleterre et je voulais y travailler. Et, heu et en fait, bah, je m'y suis plus et j'ai rencontré les bonnes personnes. On m'a aidé aussi beaucoup, beaucoup à me développer. Donc, en fait, il faut aussi, je pense, beaucoup penser aux autres skills tu sais, on fait souvent la différence entre pardon, je vais faire pas mal d'anglicismes, mais entre les hard skills et les soft skills. Donc, tu vois, tout ce qui est, en fait, les compétences transférables, faut vraiment pas négliger ça. C'est hyper important. Et c'est ce qui, des fois, te donne la clé à des métiers auxquels tu pensais pas être qualifié, quoi. Et c'est super intéressant que tu puisses justement aborder ça avec le domaine des compétences, parce que c'est vrai aussi qu'on a tous une passion commune. Souvent, quand on veut travailler dans l'industrie du jeu vidéo, c'est qu'on est plus ou moins intéressé par le secteur, Mm. mais qu'en fait, ce qui est vraiment important, et ça, je le répète depuis quasiment maintenant un an et demi, depuis que j'ai lancé mes streams, c'est les compétences. C'est-à-dire qu'il vaut toujours mieux faire des études qui vont te permettre de développer des compétences, comme tu l'as dit, plutôt que de faire des études qui vont te spécifier dans un seul domaine. Voilà, on fait pas des études de jeux vidéo, on fait des études de game designer pour de travailler dans le monde du jeu vidéo. Et ce que tu dis en fait est super intéressant parce que l'objectif c'est toujours de réussir voilà, à mettre ce premier pied et ensuite après bah, tu rencontres des personnes, tu te crées un réseau et ça te permet de rebondir et de trouver de superbes expériences. Et justement en parlant de réseau et en parlant de peut-être d'action aussi de ta part à travers peut-être ton parcours de vie, tu fais partie du coup de l'association Women in Games qui est une association engagée justement et qui est aujourd'hui une association pionnière pour l'inclusivité dans le monde du jeu vidéo, ce qui est un sujet qui est absolument important. Comment est-ce que tu as réussi à rejoindre Women in Games? Comment est-ce que tu as pu tracer des liens? C'était pendant ton parcours étudiant? C'était plus tard? Bah, c'était beaucoup plus tard, en Mhm. fait. J'ai rejoint, en fait, Women in Game, je connaissais déjà via Ubisoft. Et j'étais hyper contente en fait de voir qu'il y avait des associations comme ça parce que moi je connaissais pas du tout avant. Tu vois, quand Ouais. j'étais juste joueuse et pas professionnelle dans le milieu, je connaissais pas. Et j'ai trouvé ça trop bien de voir des associations de gens qui se donnaient pour ce genre de sujet. Donc je suivais de loin, je savais qu'Ubisoft était partenaire et qu'il y avait des choses qui se créaient, mais voilà. Et en fait, c'est en rejoignant Bodyguard. Donc en fait, c'est Mm. très très récent pour moi que que je sois vraiment active au sein de Women in Game. En fait, avec Bodyguard, on avait été déjà en contact avec elle et on a eu un super lien avec Harmony qui est mon contact principal. Et en fait, elle m'a dit, bah, ce serait trop bien que tu rejoignes la pool d'expertes et du coup bah, j'ai rejoint et j'ai été acceptée et c'est très très cool aujourd'hui. Je suis très contente. Je suis très fière aussi de faire partie de cette association. Mm. Je pense que c'est important de parler, de montrer tous les parcours. Encore une fois, tu vois, il n'y a pas que les designers, il n'y a pas que les producteurs. Et en fait, essayer bah, d'apporter un petit peu d'aide aux femmes ou aux personnes issues de minorités qui ont envie de se lancer dans le jeu vidéo et qui n'ont pas toujours les clés pour le faire, quoi. Clairement, c'est un peu le projet aussi de Good Luck Have avec évidemment une ambition qui est un peu moindre et qui est aussi plus Mm. cantonnée au domaine de l'éducation et proposer des petites masterclass. Mais l'idée, c'est vraiment de montrer qu'en fait, le monde du jeu vidéo, il est extrêmement, extrêmement varié pour y avoir maintenant quasiment un an et demi d'ancienneté. Donc c'est quand même moins que toi, donc je parle sous sous ton expertise. En l'occurrence, le monde du jeu vidéo, j'ai rencontré des gens qui vont du métier de géographe
au métier de chercheur en sciences sociales appliquées. Et à travers ces différents corps de métier qu'on peut retrouver dans une carrière dans le jeu vidéo, on se rend compte que c'est absolument, c'est une industrie qui est ultra diverse, ultra variée et évidemment qui ne pourrait que bénéficier de profils plus ouverts, plus différents, plus variés eux aussi. Donc le rôle de Women in Game, c'est absolument fondamental. Est-ce que tu pourrais préciser exactement quel est ton rôle en tant qu'experte? Qu'est-ce que ça veut dire être experte chez Women in Games? Parce que je me suis posé la question. J'ai attendu ce moment pour pour essayer de comprendre un peu ce que ça impliquait. Eh ben, experte, en fait, c'est apporter bah, son expertise. Donc, le domaine, moi, mon domaine d'expertise, ce sera plutôt la fraude et la question de la toxicité et de la Hmm. modération dans le jeu vidéo. Et en fait, d'intervenir si besoin. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques semaines, lors de la Paris Games Week, on a participé à une table ronde pour en fait discuter des sujets de l'inclusivité dans le milieu du jeu vidéo. Donc, en fait, apporter ma vision sur ces sujets-là dans le jeu vidéo, quoi. Faire un peu avancer les débats, donner une voix aux femmes dans les jeux vidéo, c'est-à-dire qu'on laisse aussi la parole à des femmes dans le jeu vidéo. Et puis essayer aussi c'est de l'entraide aussi, en fait. Il y a des expertes dans Women in Game, mais il y a aussi des gens qui cherchent des mentors ou qui cherchent un peu d'aide, tu vois, pour naviguer un peu le jeu vidéo. Donc en fait, nous, on est là pour les soutenir si c'est des domaines qu'on connaît plus ou moins. En fait, essayer vraiment d'apporter un accompagnement à toutes les personnes qui ont envie de rejoindre et qui, encore une fois, n'ont pas forcément les bons contacts ou les bonnes habitudes, des choses comme ça, quoi. Donc on les aide, on- on répond à leurs questions, à leurs questionnements, si on peut avoir des contacts, tu vois, essayer aussi de trouver des stages, trouver des places, trouver les bonnes personnes à qui parler. Et donc en fait, l'objectif de l'association, c'est un peu de pallier aujourd'hui à la surreprésentation des hommes blancs dans le secteur du jeu vidéo. Il faut le dire, c'est un fait. J'en suis moi-même un exemple, malgré moi. Et en l'occurrence, c'est donc donner peut-être plus de visibilité à des profils différents, des femmes, des personnes racisées. Et donc du coup, j'imagine que s'il y a des personnes ce soir qui sont présentes sur mon stream qui voudraient avoir des questions à ce sujet, ils peuvent te contacter ou directement contacter sur Twitter Ouais. l'association Women in Games. À fond, il faut le faire. C'est pour ça qu'il y a des associations comme ça. C'est des gens vraiment, enfin, toutes les personnes qui sont dans Women Games, c'est des personnes passionnées et elles ont vraiment qu'un seul but, c'est vraiment de pallier, comme tu dis, à la sous-représentation des femmes et des personnes issus de minorités, les personnes racisées. C'est hyper important de s'approcher de ces associations-là quand on ne sait pas, quand on est un peu perdu, quand on n'ose pas trop se lancer parce que il y a une bienveillance énorme. Et puis bah et aussi, comme tu dis, enfin comme j'ai un petit peu évoqué, c'est aussi faire un peu de pédagogie et Hmm. d'éducation en fait, tu vois, un peu expliquer partout où on veut bien nous écouter, pourquoi c'est important aujourd'hui d'avoir de l'inclusivité, pourquoi c'est important d'avoir des équipes composées de femmes, de personnes racisées, de personnes issues de minorités, quoi. Et c'est d'autant plus important avec le sujet qu'on va commencer à aborder tous les deux maintenant, qui est le sujet, qui est un sujet quand même assez central en ce moment, c'est la toxicité. La toxicité dans et, et autour également des jeux, des expériences vidéoludiques que l'on peut connaître. On l'a vu depuis quelques semaines, à peu près depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, et du coup cette volonté un peu de casser la modération qui est présente sur la plateforme. On a vu une sorte de vague de haine qui existe déjà depuis très longtemps mais qui est encore plus visible ces derniers temps à l'encontre de streameuses notamment très connues du public francophone. Tout ça, j'imagine que c'est une partie de ton métier chez Bodyguard, donc je te laisse d'abord commencer un petit peu nous expliquer ce que tu fais chez Bodyguard, ton métier, puis on abordera ensuite les questions de toxicité et de modération par la suite dans le domaine du jeu vidéo. Ouais. Du coup, à Bodyguard, ce que je fais, donc l'intitulé de mon poste, c'est Gaming Partnership Manager. Encore une fois, c'est un anglicisme. Mais en fait, ma mission, c'est d'accompagner des acteurs du jeu vidéo dans leur combat contre la toxicité. Donc en fait,
Aujourd'hui, Bodyguard, c'est une technologie. Donc c'est une solution de modération qui peut en fait être implémentée sur des réseaux sociaux, mais aussi dans des jeux directement pour protéger des communautés et des joueurs. Et en fait, moi, donc du coup, je me rapproche d'acteurs du jeu vidéo et je leur propose notre solution, mais aussi de les accompagner dans une solution de modération, essayer de faire en sorte que leurs besoins en termes de modération soient remplis et aussi que la modération qu'on propose soit cohérente parce que forcément un FPS, ça se modère pas comme une partie de Monopoly en ligne, t'imagines bien. Et c'est là toute la complexité de proposer une modération. Donc moi, c'est ce que je fais. Et puis il y a aussi une partie énormément éducationnelle hein, où en fait j'interviens bah, comme ce soir ou comme à la Paris Games Week ou vers d'autres associations ou vers d'autres entités, en fait, pour éduquer les gens sur des questions Mm. de la modération et de la toxicité, parce que, comme tu le dis, c'est très visible aujourd'hui, mais peut-être que dans une semaine, on n'en entendra plus parler. Et en fait, c'est pas parce qu'on n'en entend pas parler que ça n'existe pas. Et en fait, nous, notre travail aussi, c'est une mission sociale, c'est d'aller en fait démarcher des gens pour que eux aussi prennent leur part de responsabilité dans les questions de modération et de toxicité. Aujourd'hui, ça repose un peu trop sur les individus. Mm. On veut que les acteurs importants, que tu vois, autres que des associations aussi, parce que les associations, elles font déjà beaucoup, mais que tu vois, peut-être des entités gouvernementales ou des gros acteurs de jeux vidéo bah, prennent aussi leurs responsabilités en termes de modération et qu'en fait, ils protègent leur communauté. Donc, tu as aussi tout ce côté éducationnel que je fais beaucoup. C'est super intéressant. J'en profite juste pour dire au chat, si vous souhaitez discuter, argumenter avec nous, on va rentrer dans un moment où vraiment toutes vos voix et toutes vos opinions peuvent être entendues, tant qu'elles sont évidemment prononcées et écrites de façon respectueuse dans le chat. Donc on va rentrer un petit peu dans un sujet granuleux. Enfin, je pense qu'on partage à peu près la même vision Camille, mais c'est pas le cas de tout le monde sur Internet. Ça l'est encore moins depuis qu'on a on a Elon Musk, j'allais faire un acronyme pas très bon. On a Elon Musk sur Twitter. J'aimerais d'abord commencer par vraiment le commencement. Comment est-ce que l'on peut définir la toxicité? Qu'est-ce que c'est que la toxicité? Parce qu'on entend beaucoup parler. Comment est-ce que comment est-ce que ça se perçoit? Comment est-ce qu'on ressent la toxicité sur les réseaux et dans les jeux aujourd'hui? Alors, c'est pour répondre dans un premier temps, donc qu'est-ce que la toxicité? Qu'est-ce un contenu toxique? Un contenu toxique, c'est un contenu qui va être violent, ça va être des insultes, ça va être Mhm. également du harcèlement, ça va être tout ce qui est racisme, homophobie, donc tout ce qui est illégal, mais aussi le contenu illicite, donc ce que moi j'appelle du contenu illicite, c'est en fait les scams, tu vois, les gens qui essayent d'obtenir des informations ou Mm. de t'appâter pour avoir accès à tes comptes, des choses comme ça. Donc en fait, la toxicité, en un mot, tu regroupes quand même énormément de choses, mais il faut penser violence, il faut penser insulte, il faut penser harcèlement, contenu illicite et aussi propos illégaux comme le racisme ou l'homophobie. Alors justement, c'est bon, les propos illégaux, on peut aujourd'hui les bannir directement puisqu'on sait que c'est Mm. illégal, donc à partir de là, il n'y a pas de débat possible. C'est sur le côté un peu illicite que le sujet devient plus complexe. Comment fait-on vraiment pour définir aujourd'hui un champ au-delà duquel les propos sont vraiment inacceptables? On sait que le banters, on sait que les insultes mignonnes, etc., existent sur les réseaux depuis toujours. Ça existe aussi sur des streams qui diffusent à plus grande échelle, du coup, des contenus vidéoludiques. Comment fait-on pour définir une insulte particulière qui, voilà, est dans un contexte particulier d'une vague de haine? Bon, alors d'une vague de haine, c'est pas compliqué, mais de voilà, d'une toxicité ambiante qui pourrait s'installer euh, dans le domaine du jeu vidéo. Bah, c'est des questions qui sont en fait très très complexes et que un humain enfin, c'est une question auquel qu'un humain pourra répondre. Ouais. Aujourd'hui, les solutions de modération qui existent, ça marche beaucoup sur les mots-clés. Ou ce genre de choses. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très complexe parce que la toxicité, elle évolue aussi.
tu vois. Mm. Aujourd'hui, tu trouves des formes de toxicité qui ne contiennent aucun mot, on va dire, violent. Et c'est là qu'en fait c'est très difficile. C'est aussi des questions d'éthique. Où est-ce que s'arrête, tu vois, la modération à la censure et des choses comme ça. Nous aujourd'hui, on essaye de beaucoup se tenir au courant de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, dans plein de domaines, pour essayer de comprendre quelles sont les nouvelles formes de toxicité aujourd'hui, essayer de les comprendre. Mais aussi d'écouter les gens qui en sont victimes. Et c'est là où, en fait, on rebondit aussi sur cette question d'inclusivité. Et c'est important aussi de donner une voix aux personnes qui sont victimes de cette forme de toxicité, aux personnes racisées, aux personnes de minorité. C'est important, en fait, de comprendre ce qu'ils vivent au quotidien, quels sont les termes qui sont employés à leurs égards pour, en fait, les protéger un maximum. Et ensuite, il faut utiliser ton intelligence humaine et tes sentiments humains, les retranscrire sur une machine, donc sur une IA, pour qu'elle puisse bloquer. Mais en fait, tout ça, ça passe d'abord par de l'humain, par essayer de comprendre notre société, comment ça évolue, les comportements, et essayer de les adapter le plus possible à une modération. Ce qui est intéressant dans, enfin, tout ce que tu viens de dire est absolument passionnant, mais ce qui est vraiment un point que j'aimerais soulever ici, c'est que la toxicité ne passe pas nécessairement par des contenus violents, virulents, insultants à Mm. l'égard d'une personne. Ça peut être par exemple des blagues qui ne sont pas appréciées, qui vont être répétées à tue-tête, sans jamais s'arrêter. C'est ce qu'on voit, enfin c'est ce qu'on voit. C'est quand même une vague de harcèlement très violente qu'on voit depuis quelque temps sur le Twitter français à l'encontre de certaines personnes que je ne citerai pas Ouais. pour éviter, voilà, pour éviter tout souci, mais ça Mm. existe, c'est vraiment présent. Et aujourd'hui, c'est un sujet qui est très très compliqué. C'est-à-dire comment Ouais. on fait pour gérer des communautés, comment on fait pour gérer des groupes qui peuvent être ensemble toxiques sans pour autant avoir la volonté derrière de mal faire. Je sais pas, comment est-ce que toi tu pourrais envisager ça à travers à la fois ton métier mais ton expérience aussi de joueuse? Comment fait-on pour justement lutter contre ces comportements de groupes toxiques? Bah ouais, c'est une question qui est hyper difficile. Je pense que nous-mêmes, encore à Bodyguard, on n'a pas encore craqué le code. En fait, déjà, je pense qu'il faut commencer par prendre des sanctions envers ce genre de comportement. C'est-à-dire que à chaque fois qu'une telle chose se passe, il faut avoir des sanctions. Il faut que derrière, il y ait des conséquences pour les communautés qui attaquent, pour les gens qui raident, tu vois. Voilà, il faut en fait faire comprendre que ce qui est en train de se passer, ça va à l'encontre des règles ou ça peut en fait blesser les personnes. Et dans un autre temps, en fait, aussi faire de l'éducation. Faire de la sensibilisation. Je pense que euh, quand on est sur Twitter, on est un peu dans notre bulle, on n'a pas l'impression qu'on parle à des êtres humains derrière, on lit juste des textes et des tweets et en fait on ne se rend pas compte des dommages qu'on peut faire derrière. Et il faut réagir en fait. Je pense il faut arrêter d'être dans un mutisme et de laisser faire ce genre de comportement. Faut réagir. Donc il faut aussi prendre sa responsabilité quand ta communauté, que quand tu te dis influenceur et qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent et qui te suivent, tu as aussi une responsabilité de faire en sorte que ta communauté soit en adéquation avec tes valeurs qui, je Mm. l'espère, ne sont pas celles d'aller harceler ou insulter des gens. Donc, il y a une énorme prise de responsabilité qui doit être faite par ces gens-là. Et donc c'est super intéressant parce que Pomgrani rebondit sur ce que tu dis en disant qu'il ne faut pas laisser accepter ce genre de propos, pas les laisser passer ni les accepter, pardon. Et t'as commencé à répondre déjà à cette question qui est en soi une question un peu rhétorique hein, pour lancer le débat. Mais selon toi, faut-il éduquer avant tout pour prévenir la toxicité ou plutôt punir les comportements violents? C'est un débat qui, selon moi, n'en est pas vraiment un, puisque les deux aspects sont assez importants. Mais Ouais. comment faire aujourd'hui pour trouver le bon équilibre entre bah, à la fois éduquer des communautés, éduquer des joueurs, à ne pas avoir des comportements sexistes, racistes, violents, Mm. ni à participer à des phénomènes d'harcèlement de groupe, mais il y a encore un besoin fort de punir et de montrer que ces comportements-là ne sont pas acceptables. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que les punitions, de par l'anonymat, de par la façon dont fonctionnent Twitch et les jeux, les punitions ne sont pas encore assez présentes, ne sont pas encore assez
implémenter contre ces personnes-là en l'occurrence? Bah ouais, et ben je te rejoins sur ces deux points. Donc déjà, c'est vrai, il faut pas laisser passer les choses, il faut pas, il faut arrêter tu vois, de balayer des trucs et de Mm. crier sur Twitter et en fait on fait rien. Il faut aujourd'hui il y a pour prendre un peu pour faire un parallèle, il y a un incendie qui est celui de la toxicité du harcèlement en ligne. Il faut l'éteindre et je pense qu'aujourd'hui pour l'éteindre il faut des punitions. En fait, il faut que ça s'arrête parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des gens qui se suicident à cause du harcèlement en ligne. Enfin, je ne sais pas si les gens qui sont auteurs de ces comportements se rendent compte de ce que leurs propos peuvent avoir comme conséquence. Enfin, c'est terrible de se dire qu'il y a des gens qui vont même jusqu'à se suicider parce qu'ils se font harceler en ligne. Donc déjà, en fait, il faut qu'il y ait des punitions. Dans un monde idéal, il n'y aura plus besoin de ces punitions-là et moi, j'espère qu'on y arrivera un jour. Mais aujourd'hui, il faut sévir. Parce qu'il faut arrêter de donner à ces personnes-là un sentiment d'impunité. Ça, c'est déjà important. Ensuite, ouais, il y a une part éducationnelle, ça c'est sûr. Il y a une part aussi de repenser les plateformes aujourd'hui. Twitter, par exemple, pour n'en citer qu'un, ça n'a jamais été pensé avec des problématiques de modération ou des problématiques de toxicité. On a pensé Twitter parce qu'on avait juste envie de réunir des communautés. Et en fait, ils se sont rendus compte que comme toute société, il y a des choses qui se créent assez négatives, malheureusement. Et en fait, ça n'a jamais été pris en compte dans le Mm. design de Twitter, dans le développement de Twitter. Donc en fait, on s'est fait un peu dépasser par notre propre monstre. Et aujourd'hui, c'est ce que je constate aussi dans le jeu vidéo, hein. Jamais on a pensé à un jeu vidéo avec des soucis de toxicité. Ça arrive que maintenant. Parce qu'en fait, on s'est fait dépasser, on s'est rendu compte que c'était des vrais soucis, des vrais problèmes et Mm. qu'il fallait s'y atteler. Donc en fait, moi j'ai l'impression que du coup, là, en ce moment, il y a un peu de réaction, mais c'est très réactif, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on essaye de trouver des solutions à des jeux qui sont sortis il y a 5 ans. Il y Ouais. a plus que ça. Et parce qu'en fait, on n'y a pas pensé dès le début. Donc aujourd'hui, il y a quand même, moi, je vois quand même un changement. Je vois quand même que de plus en plus, les studios de développement et les éditeurs commencent à penser à ces questions-là. On voit beaucoup d'équipes qui sont créées justement pour veiller à ce que ces questions soient prises en compte dans les développements de jeux. Mais ça reste encore Heu, pour moi, vraiment au début, quoi. Moi, je vois pas on m'a demandé ça il y a quelque temps, est-ce que je vois des champions dans l'industrie aujourd'hui en termes de modération? Et j'en vois pas. Je vois des efforts, je vois qu'il y a des équipes qui sont créées, je vois des bonnes intentions, mais je vois pas encore, un éditeur ou un jeu qui se démarque plus que les autres, quoi. Et c'est intéressant que tu dises qu'il n'y ait aucun jeu aujourd'hui conçu avec la perspective de la modération en tête, parce que je pense que League of Legends c'est un excellent exemple d'un jeu qui essaie de combattre la toxicité qui est présente, qui est omniprésente dans et hors du jeu, et qui a beaucoup de mal parce que justement le concept même du jeu initialement n'était pas prévu pour permettre ce genre de pratique. Aujourd'hui on le Mmh. voit, le jeu en l'espace, j'y joue depuis maintenant quasiment 7 ans, j'ai quelques cheveux blancs depuis, mais en fait, au tout départ, quand j'ai commencé à jouer à League of Legends, la toxicité était quasiment omniprésente. Elle l'est Mmh. encore aujourd'hui, sous des formes qui sont différentes parce que les contenus sont beaucoup plus modérés, mais les Mmh. pings existent toujours. Les espaces de chat in-game et hors-game sont toujours présents, et en Mmh. fait la toxicité prend d'autres formes. Et ce qu'il faudrait vraiment concevoir, reconcevoir, c'est la façon dont les gens peuvent interagir ensemble, parce que évidemment opposer un jeu compétitif par base va créer nécessairement des tensions, mais on peut faire en sorte que ces tensions soient diminuées, soient beaucoup moins importantes en permettant des mécaniques de coopération plus fortes au sein de l'équipe, en Mmh. proposant un game design qui empêche justement la discussion et qui permettent de se focuser sur la stratégie. Et ça permet aussi d'éduquer les joueurs. J'imagine que si le jeu League of Legends sortait aujourd'hui tel quel et que la communauté se formait à ce jeu avec les mécanismes qui existent sur le jeu aujourd'hui, leur comportement, le côté toxique, serait très très différent. En tout cas, ça c'est une chose qui est certaine. J'en profite pour te poser une question et pour rebondir sur justement les questions de modération que tu abordais avec Twitter. On voit un peu aujourd'hui qu'il y a un discours qui est de plus en plus important et qui me fait peur en tout cas personnellement, qui est celui de dire qu'il faut absolument protéger contre tout vent la liberté d'expression.
Euh, et ça fait un peu peur parce que ça veut dire protéger la liberté d'expression de la classe dominante, protéger la liberté d'expression du groupe fort, au détriment des minorités, au détriment des personnes racisées, au détriment de ceux qui ne sont pas représentés finalement. Et donc comment est-ce que toi tu perçois cette dynamique-là? On le voit sur Twitter. Comment faire pour justement lutter contre? Et comment vraiment définir la liberté d'expression selon toi, Camille? Oh là là, quelle question. Mais c'est hyper Ça dure intéressant longtemps en parce plus. que non mais j'adore. Très bonne question. Eh ben c'est compliqué. Il faut en fait ce qu'il faut une philosophie que je partage beaucoup avec mes collègues à Bodyguard, c'est qu'en fait donc on a ces questions de liberté d'expression, de censure et de modération. Et nous, moi, je suis une fervente défenseuse de la liberté d'expression. Cela dit, il faut aussi être très conscient d'une chose, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens s'auto-censurent, donc ne jouissent pas de leur liberté d'expression, justement par peur de d'insultes, de violences, de harcèlement, de choses comme ça. Je veux dire, pendant très longtemps, je vais prendre un exemple très simple dans le gaming. Pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, beaucoup de femmes ne disent pas qu'elles sont des femmes sur des jeux vidéo. Pourquoi? Parce qu'elles sont souvent la cible, que ce soit de team kill, elles sont souvent la cible de harcèlement, des choses comme ça. Donc en fait, par le fait de ne pas en fait se montrer comme on est, de ne pas revendiquer une identité et de s'auto-censurer même sur un pseudo, de ne pas laisser entrevoir qu'on est une femme sur un pseudo, en fait, c'est déjà une réduction de la liberté d'expression. Et en fait, je la vois de la même chose sur Twitter, en fait. Et c'est pour ça que la modération, aujourd'hui, elle joue un rôle là-dedans aussi. C'est-à-dire que si on modère les contenus qui sont haineux, on redonne aussi un espace d'expression et de liberté à toutes ces personnes aujourd'hui et à toutes ces personnes qui n'osent pas aussi prendre la parole. Aujourd'hui, on parle souvent, tu sais, de majorité silencieuse et minorité très 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 vocale. Je crois que c'est pas ça le terme exact, mais t'as l'idée. Et en fait, c'est vrai. Aujourd'hui, il est très facile en fait de crier très fort des insultes en écrasant la liberté d'expression des autres. Et c'est là en fait où en fait il faut beaucoup réfléchir à ce qu'on dit. Lorsqu'on parle de liberté d'expression, moi je suis pour la liberté d'expression, mais pour tout le monde. C'est pas juste ceux qui sont le plus vocaux ou ceux qui sont le plus agressifs. Et moi, sur Twitter, euh, c'est ça les questions d'expression, de la liberté d'expression. Elles peuvent être parfois un peu difficiles à gérer. En tout cas, nous, à Bodyguard, c'est ce qu'on essaye de faire avec la modération. C'est ce qu'on veut faire, c'est modérer les contenus haineux, pardon, pour que ces personnes qui n'osent plus parler, prendre part au débat public peuvent le faire. Et que les personnes qui ont envie de revendiquer une identité, pardon, qu'elle soit d'une minorité, qu'elle soit racisée ou peu importe, qu'elle puisse le faire en toute liberté, sans avoir à craindre l'autocensure ou les insultes, le flot de haine. Bon bah t'as répondu à mes 5 prochaines questions, c'est parfait. Je rigole. Pomme Granny dans le chat dit quelque chose de très vrai que je vais répéter du coup juste là. C'est la liberté des uns s'arrête là où la souffrance des autres commence. Et c'est très Ouais. intéressant parce qu'en fait ça rejoint ce que tu disais et je pense que c'est un point qu'on oublie trop souvent, c'est qu'il y a des gens qui s'autocensurent. Et l'idée même qu'on puisse s'autocensurer, elle semble ne pas exister, en tout cas dans le débat des personnes qui vont aller critiquer le mouvement woke, des personnes qui vont plutôt être du mouvement conservateur, notamment aux États-Unis, mais pas que, hein, en Europe aussi, c'est quand même un mouvement qui est plutôt étendu aujourd'hui. Et donc en fait, le vrai problème, c'est que la parole de certains peut vraiment complètement censurer la parole d'autres personnes. Et c'est aussi le rôle de la modération que de donner des espaces, des safe space pour que tout le monde puisse discuter, partager, parler et se sentir bien finalement. Et souvent, j'aime reprendre un peu enfin, sur ce point-là, j'aime reprendre l'exemple d'Elon Musk pour lui montrer à quel point c'est débile ce qu'il dit. Qu'on clippe ce moment, s'il vous plaît. Non, je rigole. C'est-à-dire qu'en fait, il dit souvent qu'il aimerait concevoir Twitter comme une place publique
Et souvent, j'aimerais justement qu'il imagine vraiment Twitter comme une place publique dans un village et qu'il imagine qu'un groupe de 200 personnes arrive, et bah les 3-4 personnes qui vont être en face de ce groupe de 200 personnes ne vont pas se sentir complètement libres. Et je demanderai d'ailleurs à toutes les personnes qui me diraient que j'ai tort d'en faire l'essai, vont pas se sentir libres de parler, vont pas se sentir à l'aise pour discuter et vont complètement modérer et censurer leurs propos. Et ça existe depuis toujours, ça continuera d'exister malheureusement, et la modération est censée aussi offrir des espaces, comme tu le disais très bien, de liberté à ces personnes-là. J'aimerais un petit peu aussi qu'on revienne du coup sur justement ce qui s'est passé avec Twitter, un peu la disparition de toute forme de modération. Comment est-ce que quel signal ça envoie aujourd'hui dans l'industrie, donc l'industrie du divertissement de façon plus générale, et qu'est-ce que toi tu peux en tirer? Quels sont tes key takeaways pour prendre un bon anglicisme Et ben moi, ça m'inquiète un petit peu parce que je l'ai évoqué un petit peu plus tôt, mais pour moi, c'est important aujourd'hui que les acteurs du jeu vidéo, mais en fait aujourd'hui des réseaux sociaux, en fait, que toutes les entités qui créent des communautés, qui hébergent des communautés et qui créent des espaces comme ça numériques, prennent aussi leurs responsabilités. Je ne sais pas si ces personnes-là se rendent compte que elles subissent que d'autres, que des utilisateurs subissent du harcèlement sur leur plateforme. Je veux dire, moi, si demain j'ouvre un parc d'attractions et que il y a des gens qui meurent dans un de mes Super 8, je pense pas que je pourrais fermer les yeux là-dessus. Je pense que j'ai aussi ma responsabilité de sécuriser mes visiteurs. C'est mon espace, c'est moi qui les invite à venir sur mon espace et à partager. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important que je prenne ma responsabilité et de les protéger. Et je pense qu'aujourd'hui, moi, j'ai envie aussi de voir un basculement en fait de la responsabilité des individus sur ces acteurs-là. Aujourd'hui, ces acteurs-là, ils ont conscience de tout ce qui se passe, je pense, de toutes les vagues de haine et tous ces soucis de toxicité qui arrivent sur leur plateforme. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'inquiète, en fait, c'est de voir que, il y a une déresponsabilisation de ces personnes-là, de se dire, bah, c'est pas mon problème. Maintenant, chacun est libre de parler comme il veut et je veux plus prendre sur moi la charge de protéger mes utilisateurs. Et moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que c'est encore des personnes, des associations qui vont devoir faire le travail ou en fait les individus qui vont s'auto-censurer ou qui vont quitter ces plateformes-là. Et ça, je suis utilisatrice d'Internet depuis mon plus jeune âge. Internet, c'est cet endroit formidable où je peux rencontrer des gens et discuter avec plein de monde enfin avec plein de personnes partout dans le monde. Et j'ai envie que ça reste comme ça. Mais ça dans un environnement sécurisé et safe et inclusif pour tout le monde. Donc voilà, moi c'est ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est de voir ce manque de responsabilité de ces entités-là face à des vrais problèmes. Encore une fois, des propos qui ont des conséquences très réelles dans la vie. Et à ce sujet, il y a un excellent reportage d'Arte, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de le regarder, qui s'appelle La foire aux vanités, sur Instagram et la chirurgie esthétique. Je l'ai regardé assez récemment et en fait Mm, c'est aussi voir à quel point la toxicité c'est pas non plus simplement ces vagues de harcèlement dont on parle et qui font partie du problème, mais c'est également un petit peu ces contenus lissés, mm, ces comptes de d'influenceurs et d'influenceuses qui ont des millions et des ouais. millions de followers, qui vont présenter une image par exemple du corps tellement lisse, tellement parfaite que ça va donner une perception de par exemple de la féminité à des jeunes filles qui est complètement aux antipodes de ce que Mm, est vraiment finalement le corps féminin. Je parle encore une fois sous sous ton expertise. Et en l'occurrence, dans ce reportage, il y a un témoignage qui est absolument frappant, qui moi me choque beaucoup. C'est une mère qui raconte comment sa jeune fille a perdu la vie en allant se faire une chirurgie esthétique pour ressembler mm, à Kim Kardashian. ouais, Et je me demande aussi à quel point doit-on vraiment développer le concept de responsabilité au-delà de ce que l'on connaît aujourd'hui, parce qu'il y a des mm, personnes qui, à travers Internet, ont une responsabilité bien plus importante que celle que l'on peut avoir nous en tant qu'individus et que citoyens d'un ouais, pays, et qui devraient, je pense, avoir beaucoup plus conscience de l'impact tout simplement de leur contenu mm, mais c'est pas que les personnes, hein, c'est aussi le médium, et en ouais. l'occurrence Instagram, qui est un médium parfois très problématique. Donc je sais pas si tu as quelques informations à nous partager sur cette toxicité positive, ce faux semblant des réseaux,
en Ouais, l'occurrence? mais j'en suis la première victime. Moi, je suis une grosse utilisatrice d'Instagram. J'aime beaucoup ce réseau. J'ai rejoint il y a peut-être peut-être en 2015, quelque chose comme ça. Et c'est marrant que tu parles de ce reportage. Je l'ai vu très très récemment avec un streamer que je suis beaucoup qui s'appelle euh, Le Créatif, que j'aime beaucoup. Ouais, il y a ce truc de toxicité un peu positive où en fait tu dois montrer toujours le meilleur de toi-même, tu dois être super belle, tu dois correspondre à des critères de beauté très stricts qui sont imposés par certaines personnes. Et en fait, moi, ce qui me pose problème avec ce genre de contenu, c'est que souvent, on nous montre pas ce qu'il y a derrière la photo. C'est-à-dire qu'on nous montre pas, et c'est la même chose un peu pour les stars, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on nous montre pas que c'est des gens qui sont très fortunés, qui sont entourés d'équipes, qui les soutiennent, qui sont entourés des meilleurs médecins, des meilleurs nutritionnistes, tu vois, c'est d'entourer de toute une équipe qui s'occupe de leur image, des choses comme ça, et en fait, dire Ah, bah, I wake up like this, tu vois, mais c'est pas vrai, ça, c'est que c'est que du faux, c'est que de la mise en scène et c'est très dangereux. Et moi, je m'inquiète beaucoup de voir. Alors, moi, j'ai un peu échappé à ça parce que j'ai 27 ans, mais dans mon début d'adolescence, Instagram, c'était pas trop ce que c'est aujourd'hui. Et en fait, déjà que j'en souffre aujourd'hui à l'âge de 27 ans, je me dis, mais quand tu as 15 ans et que tu es en plein développement de toi-même, que tu n'es pas sûr, que tu es dans cette période où tu es quand même très fragile, je pense que ça doit être très difficile de faire la part des choses. Et aujourd'hui, je pense que même ces créateurs-là, encore une fois, qui ont une influence sur ces gens-là, en fait, qui soient aussi honnêtes avec ces personnes-là. Et aujourd'hui, tu en trouves beaucoup maintenant, hein, des créateurs et des créatrices qui parlent avec beaucoup d'honnêteté. J'en suis quelques-unes parce que ça me fait du bien. Ouais, Ça me fait du bien, complètement. mais on en parle aujourd'hui. On commence à en parler un petit peu plus. Mais tu vois, quand tu regardes le nombre de followers qu'ils ont, ces personnes-là, comparé à d'autres personnes qui sont beaucoup dans tout le contraire. Donc, tout qui est toxique de ce côté-là, c'est la part est minime, quoi. Donc, c'est un peu effrayant, ouais, parce qu'encore une fois, tu vois, je veux pas être la boumeuse et dire il faut sortir des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est pas la vie, mais en fait, si, maintenant, nos réseaux sociaux, c'est devenu une grosse part de notre vie. Et il faut être aussi, faut avoir conscience aussi de ça et du contenu qu'on poste et de l'influence que ça peut avoir, surtout sur les personnes peut-être plus sensibles ou plus vulnérables aujourd'hui, quoi. Et ce qui est assez terrible finalement, c'est qu'en fait on voit que la toxicité vraiment elle est omniprésente, contrairement à ce que l'on pourrait penser. Mm, Souvent, bah tu vois, j'en parlais au début, il y a des formes plus visibles, et c'est c'est ce dont on s'aperçoit depuis quelques temps sur Twitter, à mm, l'encontre de quelques streamers et streameuses très, très réputés. Mais en fait la toxicité elle est omniprésente parce qu'aujourd'hui quand on scrolle sur Twitter, sur TikTok par exemple, il y a des jeunes qui sont confrontés à des contenus en fait, qui tout simplement les mettent en perspective avec un corps qui est quasiment inatteignable parce que c'est un idéal oui, de beauté bien sûr. qui est même lui-même en fait trafiqué très fréquemment. Et évidemment, ça touche principalement des femmes, encore aujourd'hui sur les réseaux. Ça commence doucement aussi quand même à toucher aussi l'image du corps masculin qui était jusque très récemment en fait Oui, préservé par déjà le rôle très patriarcal de nos sociétés. Mais aujourd'hui, on voit de plus en plus d'influenceurs hommes qui ouais, tombent en plus dans ces travers absolument terribles de vraiment en fait une uniformisation pardon, de la beauté qui est absolument terrible. Et je pense que c'est vraiment voilà, ces dynamiques-là de toxicité dans ces deux côtés-là, à la fois le côté très visible, harcèlement, insultes, violence, mais également ce côté plutôt invisible où finalement on applique le même regard à toute forme de personne. Et en fait, pourtant, ça a lissé en fait nos expériences et à faire qu'on se sent tous très très mal vis-à-vis de ça. Et mm, j'aimerais aborder avec toi une question. Si jamais tu veux rebondir, t'hésites vraiment pas, hein, faut me couper, etc. En plus, je ouais, parle vite. Mais comment dire, j'aimerais aborder une question qui est un petit peu compliquée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la question de l'anonymat sur Internet. mm, Évidemment, quand on parle de toxicité, on se rend bien compte que la toxicité, elle est beaucoup due à l'anonymat et à ce sentiment de se sentir, enfin, ouais, cette impression de se sentir protégé par ce même anonymat. Qu'est-ce que toi tu en penses? Je sais qu'aujourd'hui c'est un débat qui vraiment tend. Pourquoi? Parce que l'anonymat c'est au cœur de la façon dont on perçoit Internet.
le pseudonymat d'ailleurs plutôt. Mais aujourd'hui, en fait, il y a un vrai rapprochement entre nos identités digitales et nos identités réelles. Il y a un vrai clash. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas avoir un passeport, par exemple virtuel, numérique, sans pour autant passer outre le pseudo, mais qui évite justement ce genre de comportement violent et qui puisse permettre aussi des sanctions plus fortes à l'encontre des personnes qui se fautivent? Ouais, c'est une question qui est hyper difficile parce que moi là, je suis un peu torturée entre mon expérience personnelle et mon travail professionnel. Parce que sur un cadre, cadre professionnel, même si je parle de mon expérience à Ubisoft, dans le cadre de la fraude, ne pas savoir à qui on a affaire de l'autre côté, c'est très compliqué. C'est Mhm. très compliqué pour faire des suites, pour aider les gens qui sont victimes de fraude, pour poursuivre en justice, parce qu'il y a des choses qui très graves, hein. Il y a des gens qui perdent des milliers d'euros parce qu'ils se sont fait arnaquer sur Internet. Donc c'est très compliqué, même en termes de modération. Les gens qui harcèlent, qui sont instigateurs de ce genre de choses, encore une fois, si on veut rentrer dans des choses de punition, il faudrait pouvoir avoir une identité numérique. Maintenant, il y a aussi mon côté personnel ou mon opinion à moi aussi, c'est que bah, je connais Internet depuis le début et cet anonymat sur Internet, ça permet quand même beaucoup de choses aujourd'hui. Ça permet une très grande liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut savoir tout, n'importe quoi sur Internet, sans avoir peur que ça retombe un peu sur notre vie. Enfin, je veux dire, l'anonymat quand même permet quand même beaucoup de choses. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait conserver, en tout cas sur une place publique. Maintenant, euh, c'est très compliqué de répondre à ça. Je me rends compte, c'est vraiment très compliqué. Moi, de point de vue personnel, je voudrais garder mon anonymat. Mhm. Même si aujourd'hui, en fait, je pense qu'il faudrait que ce soit peut-être un choix euh, dans la limite de la légalité aussi, mais un choix en fait de l'anonymat où en fait on peut jouir d'Internet comme il a été designé, c'est-à-dire cet espace libre pour tout le monde d'y accéder et de pouvoir en profiter comme on veut. Mais aussi, bah, les personnes qui sont forcément des personnes publiques, eux, ils n'ont pas ce loisir-là. Donc, il y a une forme un peu d'inégalité. Et ces questions de fraude, la question de l'anonymat, c'est des questions qui sont très compliquées pour les raisons que j'ai énumérées un peu avant. Un passeport numérique. euh, Pourquoi pas? Je sais pas. Moi, c'est vraiment très compliqué, hein. C'est des questions qui méritent beaucoup de réflexion. Est-ce que l'anonymat, ça permet pas aussi certaine liberté sur Internet qui aujourd'hui n'est pas toujours utilisée à bon escient? J'en conviens bien. Je ne sais pas. Je suis très torturée. C'est très difficile de répondre à cette question. Je pense il y a des choses pour lesquelles ça pourrait faire avancer pas mal de choses. Je pense qu'on aurait beaucoup moins de soucis de harcèlement et de violence sur Internet s'il y avait pas l'anonymat, mais je crois qu'on perdrait énormément de l'âme d'Internet et de l'intérêt qu'Internet a aujourd'hui. Oh, je suis assez d'accord avec toi. Après, ce qui est vraiment, encore une fois, c'est une question, pour moi, il n'y a pas Mm, vraiment de réponse possible, parce que tout simplement, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. mm, Mais selon moi, l'anonymat, c'est un mythe qui s'est effondré à partir du moment où des acteurs colossaux se sont saisis d'Internet, de nos données personnelles également. Aujourd'hui, j'ai beau être anonyme, quand je suis, bon, je suis plus tellement avec Cryos, mais quand je naviguais sous le pseudo Cryos, j'étais anonyme. Pour le coup, les sites sur lesquels je naviguais savaient très bien à qui ils avaient affaire. Et ils avaient une identité numérique qui bien sûr. aujourd'hui est bien présente. Et ça, Ouais. c'est aussi en fait le vrai débat de la question de l'anonymat. C'est est-ce qu'aujourd'hui est-ce que nous sommes vraiment anonymes quand il s'agit de propos graves et peut-on qualifier les insultes sur un chat Twitch, Mm, l'harcèlement, comme des propos suffisamment graves pour que justement les barrières qui protègent aujourd'hui notre anonymat, les données, bah, tombent tout simplement pour que des autorités compétentes puissent y accéder plus facilement. Et c'est ça la vraie question. C'est mm, pour ça qu'il y a de plus en plus de plaintes qui sont portées par les streameuses et les streamers à cet mm, égard. Et que
en fait, c'est aussi bien de le rappeler pour tout le monde, et si jamais vous êtes un profil assez jeune et que vous commencez à découvrir Internet, vous n'êtes jamais anonyme. Ce que vous allez dire aujourd'hui peut avoir un impact sur votre carrière dans 20 ans, peut avoir un impact sur votre vie, et se cacher, alors évidemment, on progresse tous, on apprend tous, on peut dire des choses il y a 15 ans qu'on ne pense plus maintenant, certes, mais se cacher derrière cette historicité que chaque être humain connaît, c'est un, c'est un faux semblant très dangereux. Donc faites attention parce que et peut-être que là, je suis un boomer en soi hein, dans ma perception d'Internet, mais je pense que les questions d'anonymat, c'est un peu le même principe que le Far West quand les colons sont arrivés sur les terres des États-Unis aujourd'hui. Se dire, voilà, c'est un renouveau, Internet, c'est un monde dans lequel on peut être qui on veut, c'est un monde dans lequel on peut vraiment explorer divers aspects de notre personnalité. On peut avoir une identité digitale, c'est certain, et j'en suis la preuve aujourd'hui, qu'on m'appelle Cryos ou Romain, pour moi, ça a la même importance. Mhm. Néanmoins, l'anonymat n'existe pas véritablement, en tout cas Mm. quand il y a fraude, quand il y a action Ouais. illégale, l'anonymat peut très vite sauter. Et aujourd'hui, nos données sont collectées, nos données sont sauvegardées pendant 10 ans, c'est assez indiqué sur Google très clairement, donc ça, il faut le garder en tête, je pense. Ouais, non, mais c'est très vrai ce que tu dis. Je pense que l'anonymat sur Internet, bientôt, ça existera plus vraiment, en fait, parce qu'on fait tellement tout sur Internet. Moi, en fait, tu vois, cette idée du Far West où on pouvait tout faire sur Internet, je pense que ça, c'était vrai il y a 15 ans, Et encore, peut-être. ouais, Et encore, et tu vois, encore. sur les forums et tout. Mais aujourd'hui, je pense que tu as raison. En fait, on fait tout. Il suffit que tu aies fait une commande sur Amazon une fois. Déjà, tu as l'adresse et tout. Enfin, ça, c'est des données qui existent quelque part, qui sont pas disponibles pour le grand public, mais qui aujourd'hui existent dans le monde numérique, en fait. Donc, et aussi, tu as cette question de notre société qui évolue beaucoup et un monde qui est de plus en plus digitalisé. Et le métaverse, le Web.3, tu vois, ça arrive très vite aussi. Et c'est pour ça que c'est important de se poser les questions maintenant et encore, ça commence à être un peu tard parce que demain, le monde du demain, comme on l'envisage, comme beaucoup de gens l'envisagent, c'est un métavers, c'est un Web.3 où en fait nos identités sont complètement floutées entre nos identités numériques et nos identités réelles. Et faut y penser dès aujourd'hui, quoi. Mais c'est vrai que c'est vrai ce que tu dis sur l'anonymat. Est-ce que c'est un faux anonymat? Les gens ou alors vraiment les gens qui sont des professionnels dans ce genre de milieu, qui savent vraiment cacher toutes leurs traces et tout. Mais en fait, aujourd'hui, qui vraiment est anonyme, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, voilà. Mais en tout cas, un truc qui est important, si vous êtes victime de cyberharcèlement et de choses comme ça, faut prendre des actions, il faut aller porter plainte aujourd'hui. Plus personne n'est intouchable sur Internet. C'est très, très, très important de le faire. Donc, ouais, je te rejoins sur ce que tu as dit juste avant. Ouais. Complètement. Et pour rebondir sur ton propos, et je pense que c'est aussi un point assez important, c'est qu'aujourd'hui on a la volonté de rester anonyme. Cette Mhm. volonté, elle est maintenue par nos institutions politiques, elle est maintenue par également nos idéaux. Entre guillemets, évidemment, bien sûr, c'est des grands mots et c'est des idées très résumées, il faudrait en parler pendant des heures. Mais en fait, les données sont présentes. Et aujourd'hui, un bousculement comme celui qu'on a connu sur Twitter peut arriver, aussi bien dans la sphère politique que dans la sphère médiatique. Et en fait, on peut très bien du jour au lendemain basculer dans un monde où toutes les données qui étaient avant anonymes deviennent enfin accessibles. Donc les données sont là, maintenant c'est qu'il y a une volonté pour le moment qu'elles restent anonymes. Cette volonté, elle peut disparaître du jour au lendemain. On l'a bien vu avec Twitter, il y a des acteurs qui aujourd'hui cumulent suffisamment de pouvoir financier, politique, pour faire basculer complètement un réseau social qui était quand même valorisé à plusieurs dizaines de milliards de Ouais. dollars. Donc faites très attention parce que même si pour le moment vos données sont sécurisées, il y a une séparation des acteurs qui évolue par la compétitivité des marchés, euh, si tant est qu'elle fonctionne, eh bien tout ça peut disparaître et peut très vite être bousculé. Donc c'est des sujets qui sont importants à garder en tête, encore plus quand on voit évidemment les dérives politiques de certains pays ces dernières années. Mm. C'est, j'avais une super question, mais je l'ai complètement oubliée, c'est Ah. terrible. C'est la fatigue 22 heures après une journée de travail. Je comprends tout Mais, à fait. j'y repenserai probablement à un autre Ah. moment. J'ai du coup, parmi les questions que je souhaitais te poser en fin d'émission, c'était un petit peu essayer de discuter à la fois de la charge morale des streameuses, mais des streamers également, parler un petit peu de ce sujet qu'on aborde trop peu,
Alors j'en fais pas partie, hein, je me considère pas comme un streamer à temps plein, mais là je parle vraiment des gens qui font leur vie autour de l'activité de streamer. Comment faire justement pour aujourd'hui reconnaître le métier de streamer et pour avoir des modalités de protection bien plus importantes que celles qu'on a actuellement? Bah, moi, pour répondre à ça, c'est un peu compliqué parce que je suis pas streameuse Hmm. moi-même. Donc, j'ai pas forcément la vision interne, tu vois, de ce métier-là. Moi, je peux en tout cas parler de ce que je connais, c'est-à-dire viewers, tu vois, et de en fait tout ce qui ressort, toutes ces histoires qui ressortent très récemment. En fait, je pense que c'est souvent peu perçu comme un vrai métier à part entière, ce ce qui est peut-être un peu faux, enfin qui est faux en fait, hein. Ces gens-là, Ouais, ils ont des horaires quasiment de bureau, ils streament ouais, tous les jours, enfin complètement, c'est complètement. vraiment, Mhm. je dirais, ils vivent là-dessus quoi. Et en fait aujourd'hui, ils sont un peu livrés à eux-mêmes parce qu'ils sont sans protection. En fait, ils ont tu vois, ils ont par exemple pour les questions de se protéger en termes de modération, ils ont des modérateurs qui sont en général pas payés, c'est des amis, c'est des volontaires ou c'est des membres de leur famille et tout. Donc, c'est compliqué. Ils sont pas vraiment protégés, quoi. C'est vraiment des auto-entrepreneurs qui sont un peu lâchés dans la nature, comme ça, sans vraiment d'aide. Et en plus de ça, la plateforme qui les héberge, Twitch, va pas forcément toujours dans leur sens pour les aider. Donc, c'est assez compliqué. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a des acteurs comme, par exemple, je vais citer mes amis de chez Streamer qui sont là en fait pour. T'as beaucoup d'associations autour des streamers et des streameuses qui leur permettent d'aider. Tu vois, ça crée des groupes de soutien, des groupes d'aide, des groupes d'entraide, et ça permet en fait d'exister. Ça leur permet d'exister Hmm. à part entière. Mais encore aujourd'hui, c'est très compliqué, je pense, pour eux. Et en plus de ça, je pense qu'il y a toutes les questions autour du harcèlement et de la toxicité, c'est des sujets qui sont un peu compliqués pour eux à gérer déjà, de se protéger eux-mêmes parce qu'ils ont besoin d'être sur les plateformes pour vivre, parce que c'est leur métier. Mais en même temps, tu vois, il faut qu'ils se protègent. Donc, tu as, cette côté de la santé mentale qui est prise en jeu et ils sont un peu livrés à eux-mêmes, quoi. Donc, tu as des associations, c'est très cool. Mais encore une fois, les associations, ça suffit pas. Souvent, tu as des agences maintenant, tu as de plus en plus d'agences de talents qui les aident un peu, qui les prennent un peu sous leur aile, mais j'imagine que ça aussi, ça a un coût. C'est pas, tu vois, voilà, c'est un service qui est proposé. Donc Hmm. aujourd'hui, je pense que c'est très compliqué. De plus en plus, ils sont reconnus, tu vois. Je vois les médias traditionnels qui s'intéressent un peu plus aux streamers, on va dire de façon sérieuse, hein, commencent à les prendre au sérieux parce que on se souvient tous de certaines émissions où Squeezie il s'est fait inviter et en fait il s'est fait humilier sur un plateau télé. Voilà, donc je pense qu'il y a de plus en plus de reconnaissance du monde du streaming et de ce que ça représente. Je pense aussi que l'industrie du jeu vidéo, comme les développeurs et les éditeurs, remettent un peu au centre les streamers. Ils les voient vraiment comme des partenaires, tu vois, ils essayent de leur donner une vraie place. Je pense, tu vois, à des programmes comme le Star Player à Ubisoft, par exemple, des choses comme ça qui essayent un peu de les mettre en valeur, mais je pense qu'encore aujourd'hui, c'est très difficile pour eux euh, d'évoluer chez Twitch, en plus de la compétitivité, des horaires, de se mettre à jour et des choses comme ça, quoi. Et en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que souvent, en fait, les questions de toxicité, c'est l'un des problèmes qui concernent les streamers, parce qu'il y en a Mm, beaucoup d'autres. Il y a les questions de représentativité, il y a les questions aussi d'horaire de travail. Tu en parlais un peu, ils ont des horaires de travail décalés, ça peut être très dur aussi. C'est des sujets qu'on oublie souvent, en fait, et qui sont liés, encore une fois, à des questions de modération, parce que tant qu'on n'acceptera pas les streamers comme des professionnels à plein temps, ouais, et ben en fait on acceptera des comportements toxiques et on acceptera beaucoup plus de dire bah si c'est un gosse qui joue à des jeux vidéo devant 1000 personnes sur internet, s'il se fait insulter par-ci par-là, c'est pas si grave que ça. ouais. Et en fait du coup on dédramatise beaucoup tout comme Mm,
on banalise en fait cette forme de violence et on se rend compte que parfois c'est même pas une question, c'est pas Ouais. non plus qu'une question de responsabilité individuelle, c'est aussi une Mm. responsabilité en tant que groupe, en tant que société. Est-ce qu'on accepte tout simplement aujourd'hui des comportements violents à Oui, c'est l'encontre ça. de streamers parce qu'on considère les streamers comme de faux jobs, ce qui est Ouais. pourtant faux, quoi. Enfin, moi, quand je vois ma vie depuis 7 ans, je ne saurais remercier le nombre de contenus que j'ai pu trouver sur Twitch pour m'accompagner à travers Ouais. des moments difficiles, pour découvrir de nouvelles émissions, et c'est ce qui m'a aussi donné envie de me lancer sur Twitch. Donc c'est vraiment, je Mm. pense, un sujet important à aborder. Ouais. Bah ouais, en plus de ça, tu as toutes les problématiques de nos sociétés aujourd'hui qui s'ajoutent à ça, c'est-à-dire la misogynie envers les femmes. Donc en fait, en plus de se taper les problématiques autour de d'être un streamer aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas pris au sérieux, on a du mal à gagner notre vie, on a du mal à se faire reconnaître et tout. En fait, il faut aussi rajouter à ça que si en plus de ça, on est une femme dans le gaming, bah alors là, on a le droit, c'est un peu voilà, j'ai toutes les cartes en main, super. Hop, la misogynie, le sexisme, comme toutes ces streameuses qui ont dénoncé très récemment. Voilà, donc en plus des Tu peux y aller, problématiques hein. vraiment, Tu peux dire tu qu'ils ont vois, dénoncé ce qu'ils ont dénoncé, il n'y voilà. a pas de souci, hein. Voilà, non mais tu vois, en plus des problématiques de streamer du métier en lui-même, tu as en plus de ça les problématiques sociétales aujourd'hui qui est le racisme, l'homophobie si on est une personne issue de la communauté LGBTQIA+, tu vois, enfin je veux dire c'est voilà, en plus de ça, je veux dire, c'est comme si c'était pas assez, il faut rajouter en plus de ça. Donc tu vois, en plus de la casquette de streamer, c'est aussi des casquettes, enfin c'est aussi une casquette d'humain et ils subissent malheureusement toutes les discriminations qui malheureusement vont avec cela, tu sais, le fait d'être une personne visible sur Internet, quoi. Et c'est super intéressant parce que je pense que ce que tu dis est très vrai, c'est en fait il faut associer en fait les comportements individuels, la responsabilité de chacun face à ces Mm. comportements violents à l'égard de certains streamers, mais aussi face tout simplement à la toxicité ambiante parfois dans certains jeux compétitifs par exemple. Mais il y Ouais. a aussi un vrai problème systémique derrière, qui est qu'il y a des populations qui sont bien plus confrontées à ce genre de propos, comme tu l'as dit, les minorités, les personnes racisées, la communauté LGBTQI+, les femmes sur les jeux. J'avais un super témoignage, ça remonte, c'est une émission, c'était quasiment un an, de quelqu'un que j'avais invité, je me souviens plus de qui exactement, donc je vais pas dire de bêtises, mais qui nous avait partagé son expérience sur Valorant et qui nous expliquait que jusque très récemment, elle n'avait pas osé prendre la parole. Pourquoi? Parce que parler avec une voix de Ah oui, femme, c'était bien sûr. s'exposer à des insultes ultra violentes. Bien sûr. Et aujourd'hui, il faut le conscientiser, il faut Mm. savoir que c'est un vrai problème. Et ce problème, c'est pas simplement parce que Jean-Louis, 12 ans, a décidé d'avoir un comportement de merde sur Valorant. C'est parce qu'il l'a vu auprès de certains Et bien streamers, c'est sûr. parce qu'il l'a conscientisé depuis très jeune quand il était en train de sociabiliser dans un environnement où il y avait Ouais. ce genre de propos. Mais c'est également parce que notre société, aujourd'hui, ne fait pas assez pour soutenir ces personnes-là et parce Mm. qu'il y a une vraie oppression systémique contre les minorités. D'où Mm. l'importance de la modération et d'où Bah l'importance ouais. de tous les acteurs qui œuvrent à la modération. Bah ouais, c'est ça. Tu vois, et encore les streamers, on en entend parler parce que ils sont forcément c'est des personnes, on va dire, publiques, donc ils Hmm. dénoncent ça énormément. Mais en fait, n'importe quelle, je vais parler pour moi, mais n'importe quelle nana sur un jeu vidéo, moi, la première, je suis sûre que jamais je parlerai en vocal sur un jeu par peur de ce genre de comportement. Moi, la première, c'est garanti. Déjà, mes pseudos sur les jeux en général, j'essaie de pas les féminiser un peu trop parce que je sais encore une fois, tu vois. Donc c'est terrible en fait. C'est terrible de pas en fait se sentir en sécurité dans une communauté que moi je considère être la mienne. Et en fait, j'ai autant ma place sur un jeu que n'importe qui d'autre et tout le monde a sa place sur les jeux. Et c'est ce que tu dis en fait, ce sentiment d'impunité, tu vois, il se passe, tu l'as vu, tu as vu un streamer le faire ou tu as vu un de tes potes le faire sur un jeu, il s'est rien passé, il n'y a pas eu d'impunité. Ah je peux le faire aussi en fait, il y a pas de conséquences donc je vais le faire puis tu sais, oh ça fait partie du jeu vidéo, c'est comme ça, on se troll, Du on s'insulte, folklore. Hmm. c'est gentil, voilà, le folklore, tu vois, il y a un truc aussi comme ça dans le gaming que moi je trouve un peu des fois un peu borderline, c'est ce truc du trolling où en fait le trolling des fois c'est un peu utilisé sous couverture peut-être d'une toxicité un peu plus forte. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Voilà, souvent, tu t'insultes gentiment. Quand c'est entre potes, ça reste une chose, mais quand tu lances ça sur un chat, alors que tu les connais pas, tu ne sais pas quel est l'impact.
derrière. Et c'est pour ça que nous, à Bodyguard, on a cette philosophie de vouloir stopper la haine avant qu'elle ne soit reçue, tu vois. Nous, Hmm. notre idée, c'est qu'on modère avant que le commentaire ne soit posté, que ce soit en jeu ou sur les réseaux sociaux. Parce que une fois que tu as lu une insulte, c'est trop tard. Voilà, tu l'as lu, l'insulte, c'est trop tard, elle est là, tu vas y penser, ça va te faire du mal. Et la modération, tu vois, réactive, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de la modération en temps réel. Ouais, la modération quasiment préventive finalement, c'est Ouais. empêcher le contenu haineux d'atteindre sa cible tout particulièrement. Et, Exactement. et finalement, ça revient aux discussions qu'on a pu avoir un peu plus tôt, hein, c'est-à-dire que ce genre de contenu-là, les personnes s'aperçoivent que du coup, bah, ils se sentent pas libres, donc ils se modèrent, ils se censurent, tout comme tu Bah oui. l'expliques très bien. En fait, tu te censures. Aujourd'hui, Mm. tu n'as pas la liberté d'être qui tu es et que tu aimerais être sur les jeux par peur de. Et c'est ça la vraie forme de censure. La censure, c'est pas le fameux wokisme, hein, qui est un mot valise employé par les groupes d'extrême droite, pour ne citer que, et conservateurs des États-Unis notamment, et c'est Mm. un résumé très, très succinct de ma part. Mais en fait, aujourd'hui, le vrai problème, c'est pas ça, en fait, c'est pas la bien-pensance. Le vrai problème, c'est euh, l'automodération de certaines communautés par peur d'eux, et par peur aussi également de la majorité qui, elle, n'est pas silencieuse parfois. Ouais, Cette majorité violente. exactement. Moi, j'ai beaucoup d'admiration hein, pour ces gens qui sont très vocaux par rapport aux causes qu'ils ont, parce que vraiment, c'est vraiment pas évident hein, de militer hyper activement et d'être hyper vocal sur ces sujets-là, en sachant ce qui va t'arriver parfois en arrière. Donc moi, mon rêve, c'est de pouvoir protéger tous ces gens-là, qu'on puisse porter tous les messages, de tout le monde, de façon égale et qu'on puisse en fait avoir des débats. On a le droit de pas être d'accord, on a le droit de pas être sur la même longueur d'onde ou de pas avoir les mêmes croyances. Mais par contre, on peut avoir des conversations civilisées sans s'insulter et en s'écoutant tous, quoi. Je pense que ça c'est possible un jour, j'espère. J'espère aussi. J'espère aussi. Merci beaucoup Camille. Je vois que on a un petit peu dépassé l'horaire que j'avais convenu. Je suis vraiment désolé. Je veux pas non plus empiéter tant que ça sur ta soirée. Est-ce que tu aurais une dernière idée, un dernier mot? Est-ce que tu aimerais présenter peut-être Bodyguard? Est-ce que tu veux faire un big up à quelqu'un? Voilà, the floor is yours. Tu es libre de dire ce que tu souhaites à la Euh, caméra. Ah, c'est difficile ces derniers mots. Tu sais, c'est comme quand tu es au collège et tu dis ah, RPZ à mon collège et tout. Non, ben déjà, vous n'êtes pas seul. C'est un truc que je dis souvent, mais vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui s'engagent comme nous à Bodyguard, comme nous à Women in Games, comme plein d'autres, Je vois le chat, pardon, je suis très déconcentrée Il n'y parce a pas qu'on de me dit souci. rouler saucisse de chez Greg, c'est parce que je sens qu'il y a des Novocastrien dans ce chat et effectivement, je dis RPZ au Sausage Roll de Greg's. Les vrais se reconnaîtront. Mais non, vous n'êtes pas seul. Il y a des gens comme Women in Games, il y a des gens comme Bodyguard qui militent aujourd'hui pour faire en sorte que Internet et les jeux vidéo, ça soit des endroits plus sûrs, plus inclusifs, pour que tout le monde ait sa place. C'est hyper important. Je sais que des fois, c'est pas facile. Je sais qu'on a l'impression d'être seul, qu'il y a des sentiments d'impunité, mais il y a des gens qui travaillent activement à ça. Et aujourd'hui, nous, on donne énormément de notre énergie. Rapprochez-vous des associations. Téléchargez Bodyguard. Aujourd'hui, on offre un accès gratuit à notre technologie si vous avez besoin de vous faire protéger sur vos réseaux sociaux. Allez-y, téléchargez-la. Elle est aussi là pour ça, pour protéger un maximum de gens. Et puis voilà. Et puis merci. Je sais qu'il y a des gens dans ce chat qui sont mes amis qui sont venus me soutenir pour ce stream. Ça me fait très plaisir de les voir là. Et puis ils racontent des bêtises dans ton chat. Je m'en Ouais, excuse. c'est pas Mais grave. voilà, mais en tout cas, merci beaucoup de ton invitation. Moi, ça me fait hyper plaisir de parler de tous ces sujets-là. Ça me fait plaisir aussi de voir qu'il y a des émissions comme la tienne qui se développent pour donner aussi l'envie à des gens de travailler dans le jeu vidéo. C'est hyper important, encore une fois, même si vous n'êtes pas des artistes, si vous n'êtes pas des producteurs, si vous n'êtes pas des techs, il y a la possibilité de rentrer
dans des boîtes de jeux vidéo et de se faire kiffer et de monter des carrières sur cette passion-là. Donc c'est hyper important de vous renseigner auprès des associations. À Women in Games, il y a plein de métiers différents et qui sauront aussi vous guider et vous aider dans vos choix. Donc voilà. Bah écoute, c'est moi qui te remercie Camille, vraiment pour ton intervention ce soir parce que c'était absolument passionnant. J'ai vraiment apprécié discuter avec toi et t'as pas mal carré en plus l'émission, donc vraiment merci beaucoup. Merci à toutes les personnes présentes sur le chat également, celles qui ont participé plutôt activement comme Pomme Granny, mais aussi les personnes plus silencieuses et plus discrètes. Je vous remercie beaucoup d'être présentes, de me suivre ou d'avoir tout simplement découvert mon émission ce soir grâce à Camille. Dernier petit message quand même, j'aimerais aussi remercier mes potes parce que vous voyez, il y a un super ici logo. Merde, c'est pas avec le bon doigt, putain, j'ai du mal. Il y a un superbe logo Krios qui vous apparaît. Enfin, c'est un néon Krios qui m'a été offert pour mon anniversaire. Donc voilà, j'aimerais remercier tout le monde. Gros cœur sur vous, vous me soutenez depuis un an alors que j'ai toujours pas percé et merci. Merci de m'avoir aidé. Et puis sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous invite évidemment à rester en contact, connecté. On se retrouvera très très vite avec plein de super nouvelles, plein de nouveaux projets. J'ai un Patreon qui va sortir parce que j'ai besoin de manger plus que des pâtes en fin de mois. C'est pas mal. J'ai également deux, trois nouveaux concepts qui devraient apparaître d'ici à la fin de l'année 2022 et j'espère que vous serez connectés pour les découvrir. Merci beaucoup, passez une excellente soirée, passez une très bonne soirée Camille et je vous dis Merci. à très très vite. Salut. Salut tout le monde, merci.